Bonsoir chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'essentiel. Nous sommes vendredi et comme vous le savez, tous les vendredis, c'est l'analyse des faits saillants de l'actualité de la semaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, comme d'habitude, l'incontournable Momar Diong. Bonsoir. Bonsoir Mo. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Voilà. Et à mes côtés, j'ai un autre Momar, mais plutôt pas Diong, mais plutôt Cham, Momar Cham, communicant, analyste politique. Bonsoir Momar. Bonsoir M. Lo. Ça va, vous allez bien? Très très bien et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, les faits saillants de la semaine, mais on va commencer, Momar, une fois n'est pas coutume, par l'international, parce que l'Afrique a perdu le président Robert Mugabe, un grand combattant pour la libération de son pays. Oui, il vient de quitter ce bas monde à 95 ans, je crois. Il a bien vécu, il a beaucoup vécu. Et puis c'est quelqu'un qu'on peut présenter comme le père des indépendances du Zimbabwe. Et lorsqu'il est venu, il a surtout axé sa politique sur la nationalisation des terres dont il pensait que ça devait revenir aux Zimbabwéens. C'était une politique qui rencontrait l'adhésion de la population zimbabwéenne et qui pouvait se comprendre. Tant quand même toutes les richesses du pays, et en particulier les terres, étaient entre les mains des Blancs pendant très 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 longtemps. Malheureusement, cette politique de nationalisation des terres n'a pas donné l'effet escompté, parce que peut-être il a surtout géré en révolutionnaire, en combattant, comme vous dites. Je crois qu'il n'a pas eu cette subtilité qui lui a permis, tout en remettant de l'ordre dans la gestion des ressources du pays, en donnant une plus grande part aux Noirs, de compter aussi avec l'expertise blanche. Je crois que c'est ça qui a rythmé un peu sa présidence pendant très longtemps. Et autre point sombre aussi de sa gouvernance, c'est peut-être le fait qu'il se soit accroché au pouvoir jusqu'à devoir être contraint par des personnes de son propre camp de l'enlever du pouvoir. On a quasiment vécu une situation à la tunisienne avec ce qui s'était passé avec Bourguiba en ce qui concerne Robert Mugabe. Ça, je crois qu'il n'a pas su partir à temps. Il s'est accroché au pouvoir jusqu'au bout et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Mais retenir surtout qu'il a été le père des indépendances et que sa politique de rationalisation des terres était très volontariste, mais malheureusement n'a pas donné peut-être l'effet escompté. Alors il n'a pas su quitter le pouvoir très tôt, mais Momar Cham, quoi qu'on puisse dire, il a eu un parcours politique assez exceptionnel. Mais écoutez, je m'incline devant sa mémoire. Robert Mugabe est une figure quand même du nationalisme panafricain, puisqu'il a été, comme le dit Momar Diong, le père de l'indépendance. Il s'est battu justement pour que son pays atteigne justement cette souveraineté tant voulue. Moi je retiens du personnage deux rôles. Le rôle justement du libérateur de son pays, mais surtout avec la durée qu'a été sa présence au pouvoir, une espèce de métamorphose pour être un peu un dictateur. Et malheureusement, ceci est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on semble oublier quand même que le pays a connu des croissances exponentielles extraordinaires malgré les nationalisations qu'il a faites et une politique de développement basée sur les ressources internes du pays, ce qui a donné justement au Zimbabwe quand même ses lustres d'antan. Et vu qu'il a duré au pouvoir et qu'il a personnalisé le pouvoir au point de porter lui-même des habits à son effigie, je pense qu'à un moment donné, c'est là où justement la leçon est à prendre pour nos chefs d'État africains, c'est que être président de la République, comme être ministre ou être dans l'attelage gouvernemental, c'est d'abord une mission qui est un sacerdoce, et à un moment donné, il faut savoir céder cette mission à d'autres pour pouvoir continuer et sortir par la grande porte de l'histoire. Mais il restera le père justement de cette indépendance-là, et une figure emblématique quand même du panafricanisme africain. Et je rappelle que beaucoup de Sénégalais, j'allais dire même beaucoup d'Africains, ont mieux connu le Zimbabwe à travers un célèbre tube de Bob Marley, Zimbabwe, et les Boat People, justement, lors de ce fameux concert en 1980, jour de l'indépendance. Nous avons vu en tout cas à Harare une foule assez
extraordinaire. Mais juste à côté du Zimbabwe, Bob Marley a chanté l'unité africaine. Il ne faut pas également oublier, j'allais dire, juste à côté du Zimbabwe, il y a un autre pays avec un leader charismatique. Je veux parler de la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui fait véritablement honte, j'allais dire, à toute l'Afrique, qu'il a soutenue pendant les moments les plus sombres de son histoire. Oui, avec cette chasse qui est engagée contre les étrangers et qui n'est pas une première. Parce que je rappelle qu'en 2015, il y avait eu des actes et des émeutes de nature xénophobe qui avaient conduit à la mort de cette personne. Et le bilan était encore plus lourd en 2008, quand il y a eu ces émeutes contre des étrangers, parce qu'à l'époque, il y avait eu 62 morts. Donc, les Sud-Africains sont assez coutumiers du fait. On comprend qu'ils soient un peu déçus de la gestion de leur pays, de la corruption, de l'élite politique et de l'élite économique qui empêche à ce pays-là de connaître vraiment les résultats économiques qu'il était en droit d'attendre, de toutes ses potentialités. Mais ça ne veut pas dire que la responsabilité en incombe aux étrangers. Et c'est vraiment dommage qu'on en soit à cette situation-là. Mais moi, ce que je regrette surtout, c'est la mollesse de la réaction des chefs d'État africains. À commencer d'ailleurs par notre président, le cher président Macky Sall. J'ai vu que pour des événements d'une telle atrocité, une barbarie innommable de cette nature, le Conseil des ministres, dans son communiqué, a fait l'impasse sur la question. Et c'est le président qui a dû se contenter d'un petit titre d'indignation. Je crois que le président Macky Sall devait se rappeler qu'il a eu comme prédécesseur un président en exercice de l'OIA à l'époque qui n'avait pas hésité à survoler symboliquement les pays de la ligne de front, parce qu'il fallait que le Sénégal marque son engagement aux côtés de la population sud-africaine. Il y a qu'aussi récemment, j'ai vu que pour beaucoup moins que ça, nous avons rappelé notre ambassade au Qatar, parce que tout simplement les relations s'étaient distendues entre le Qatar et l'Arabie Saoudite pour laquelle nous avions pris fait et cause. Donc vraiment je ne comprends pas la mollesse de la réaction vraiment des chefs d'État africains et particulièrement du président Macky Sall. Maintenant, pour en revenir aux chefs d'État africains de façon générale, moi je pense qu'il aurait été plus indiqué, pourquoi pas, de convoquer avec la récurrence de ces incidents un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Pourquoi pas aller même jusqu'à exclure ou suspendre l'Afrique du Sud de l'UA. Parce que là, encore une fois, on a vu pour bien moins que ça, il y a des pays qui ont été exclus. Tout à fait. Le syndicat des chefs d'État africains est très prompt à exclure un pays ou à suspendre un pays ou à lier un coup d'État. On a comme l'impression que c'est quand on touche au pouvoir qu'ils sont prompts à se lever et à avoir une réaction de fermeté. Mais quand ça concerne les populations, malheureusement, on trouve qu'il y a une mollesse dans la réaction. Alors que, non seulement il fallait plus cette fois-ci marquer le coup, parce que c'est récurrent en Afrique du Sud, mais aussi parce que d'autres pays ont la propension de faire de temps à autre la même chose que l'Afrique du Sud. On a vu des étrangers qui sont l'objet parfois de chasses assez récurrentes en Angola. Il y en a d'autres qui le sont dans des pays comme le Gabon. Même au niveau de la Mauritanie voisine, de temps à autre, on voit des étrangers qui sont l'objet d'attaques de cette nature. Moi, je pense que, pour une fois, l'Union africaine avait l'occasion de marquer le coup en convoquant un conseil, un sommet extraordinaire, en se prononçant sur la question, mais je ne crois pas que c'est par des condamnations de principe comme l'a fait le président de la Commission de l'Union africaine, ou par un tweet d'indignation comme l'a fait le président Macky Sall, alors que le Conseil des ministres est totalement muet sur la question, qu'on va devoir marquer le coup et régler cette affaire. Et je rappelle, chers téléspectateurs, que vous pouvez réagir sur la page Facebook de votre émission L'Essentiel. C'est CNTV, l'officiel. Voilà, j'y arrive avec, sans oublier également que vous pouvez suivre l'émission en direct sur YouTube. Alors, de Thabo Mbeki à Ramaphosa, on a l'impression que c'est l'héritage de Mandela qui est souillé, Momar Thiam. Mais écoutez, moi je rebondis un tout petit peu sur l'analyse de Momar pour d'abord m'indigner de cette situation. M'indigner de cette situation pour une seule raison, c'est d'abord une situation humaine. Ça touche des humains.
Et ce n'est pas la première fois. Et il y a eu des effets d'annonce avant où on s'est attaqué justement aux étrangers en brûlant leur commerce, quelquefois en s'attaquant même à leur intégrité physique. Et là, ce qui se passe en Afrique du Sud doit indigner même au-delà de l'Afrique. Je ne parle pas encore des chefs d'État africains ou des responsables africains. On a vu ce qui s'est passé avec l'attentat de Charlie Hebdo. Toute la communauté internationale, à commencer par les chefs d'État africains dont le nôtre, se sont levés, sont allés en France manifester devant le peuple français. Et vous en avez même cette anecdote d'un chef d'État qui a versé des larmes. Pas plus loin que ça, on a vu ce qui s'est passé justement dans le nord du Mali, avec ces centaines de populations qui ont été massacrées. Et ensuite là, on voit ce qui se passe en Afrique du Sud, et les images circulent dans les réseaux sociaux de personnes brûlées, de personnes battues à mort, de commerces brûlés, saccagés, etc. Et j'ai l'impression que la communauté africaine, pour ne pas dire la communauté internationale, fait la sourde oreille devant ce qui risque d'être quelque part créer un effet d'annonce. Parce que, pourquoi je dis cela? Vous avez dans certains pays où, quand ça ne va pas, c'est l'étranger que l'on vise en premier. Ça s'est passé en Europe de l'Est, ça s'est passé en Europe de l'Ouest, et ce qui a d'ailleurs, quelque part, ravivé un peu la tension nationaliste, jusqu'à donner quand même du pouvoir aux partis qui se sont créés autour, justement, de ce discours nationaliste. Mais malheureusement, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est quelque part plus ou moins passé chez nous, quand il y avait le problème entre le Sénégal et la Mauritanie. On a vu ce que cela a donné. Effectivement. Mais cela veut dire quoi en termes d'enseignement? Cela veut dire tout simplement que c'est d'abord une question d'éducation, mais c'est aussi une responsabilité des autorités publiques. Pourquoi une question d'éducation? Parce que quand on stigmatise l'étranger, quand la manière avec laquelle on désigne l'étranger, pour le Foutebi, Narbi, je ne sais pas moi, ou Nyakbi, c'est d'abord dans le langage qui est stigmatisant, où se trouve d'abord cette forme de violence. Regardez ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, quand le Sénégal a éliminé la Tunisie, ce jeune Tunisien qui a proféré des menaces, qui a insulté la communauté africaine et par-dessus la communauté sénégalaise. Mais vous n'êtes pas sans savoir que même au Sénégal, il y a des Sénégalais d'origine libanaise qui étaient supporters de l'équipe du Sénégal, qui avaient même arboré les couleurs du Sénégal, et qui ont été victimes de violences parce que tout simplement, on les a désignés comme Narvi dans certains endroits. Et ça, personne n'en a parlé. Et c'est comme ça que je dis que ça vient de manière rampante. Et donc, il y a une question d'éducation, une question de citoyenneté, pour considérer ces étrangers qui sont chez nous, dont certains d'ailleurs ont acquis la nationalité française, sénégalaise, excusez-moi, parce qu'ils sont nés ici de génération en génération. Je vous parlais même de la communauté libano-syrienne, mais aussi de la communauté guinéenne. Mais les stigmatiser en disant Narbi, Paul le Foutu, etc. Si demain il y a un problème entre ces pays-là, on s'attaque souvent à ces gens-là. Et je pense que ça devrait faire réfléchir nos autorités. Et ce n'est pas normal que la communauté africaine se taise de cette manière en se targuant juste de communiquer pour s'indigner, comme l'a dit Momar Diong. Il y a des actes forts à poser qui, quelque part, à les exclure de l'Union africaine pour un moment et marquer le coup. Marquer le coup. Moi, je suis vraiment indigné. Et sans oublier qu'il y a des dégâts collatéraux parce qu'il y a un réel problème diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Nigeria qui a répondu promptement. Oui, mais ce n'était pas au Nigeria seul de réagir. La réaction aurait dû être très forte et très ferme de la part de la communauté africaine, comme vient de dire Momar. Moi, je pense qu'il ne fallait pas, encore une fois, rater ce coup. Il y a eu des actions symboliques, comme par exemple Paul Kagame, Tshisekedi ou le président malawite, qui ont préféré boycotter le forum économique de Cape Town. Parce qu'ils trouvent que vraiment, ce n'est pas le moment de se rendre en Afrique du Sud pour parler économie, au moment où des Africains font l'objet d'autant d'atrocités et de barbarie. Et ils ont parfaitement raison. Mais je pense que c'est l'Afrique, encore une fois, qui de manière soudée aurait dû avoir une réaction très forte et très ferme. D'autant que, ce n'est pas la première fois. Il y a eu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 2008, 2015, des actes de la même nature. Ensuite, il y a que les responsables sud-africains ne sont pas très prompts à condamner de manière claire et sans équivoque ces actes de xénophobie. D'ailleurs, ils jouent un peu sur la nuance sémantique en parlant de brigandage
alors qu'il s'agit d'actes xénophobes. Absolument. De la part des populations sud-africaines. Je crois que pour toutes ces raisons, l'Afrique devait avoir une réaction très forte. Très très forte. S'ils ne veulent pas aller jusqu'à exclure l'Afrique du Sud de l'Union africaine, on aurait pu par exemple envisager d'autres types de sanctions. On voit l'importance du continent pour une compagnie comme la compagnie South Africa. Pourquoi ne pas faire embargo et interdire l'atterrissage dans les pays africains de cette compagnie? Je crois qu'il faut, quand il y a des événements de cette nature, marquer le coup pour qu'ils ne viennent plus à l'esprit de quelque population que ce soit, quel que soit le pays, de s'attaquer comme ça aux Africains. Mais malheureusement, je crois que c'est parti pour être une réaction molle qui malheureusement ne débouchera sur absolument rien. Et la CAF même pourrait même suspendre l'Afrique du Sud des compétitions africaines. D'autant plus qu'un ancien chef d'État, à la personne de Félix Houphouët-Boigny, vous me permettrez, avait quand même lancé quelques alertes au moment justement de l'accession au pouvoir de Nelson Mandela. Vous me permettez de lire juste un passage de son entretien qu'il avait eu avec Jonas Savimbi à ce propos. Alors, c'était en 85, il disait « En toute chose, il faut toujours favoriser le dialogue. C'est le préalable à tout. Même si Mandela sortait de prison aujourd'hui et devenait le président de ce pays, il faudra prioritairement éduquer ces gens qui, pour avoir longtemps été tenus à l'écart de tout le monde, ont une mentalité de peuple assiégé, qui se sentent menacés et donc sur la défensive. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ancien esclave à qui on octroie brutalement la liberté sans qu'ils y soient préparés. La liberté pour un affranchi nécessite un apprentissage, autrement il devient un danger permanent pour les autres et pour lui-même. » Il avait dit, le président Houphouët-Boigny, et les résultats est là aujourd'hui. Et je rappelle que des internautes sont en train de réagir et disent-ils que l'Afrique devrait véritablement faire bloc pour condamner fermement justement ces actes de xénophobie en Afrique du Sud. Et Serigne Saliou Gueye vient de nous rejoindre sur le plateau de l'Essentiel. Serigne Saliou, bonsoir. Bonsoir Ablaye, bonsoir les deux noirs. Bonsoir. Et je présente toutes mes excuses aux téléspectateurs de CNTV. Bon, ça fait 1 heure de temps que je suis sur la route. En temps normal, je fais 15 minutes pour arriver ici, mais aujourd'hui, avec les eaux pluviales stagnantes, vraiment j'ai eu beaucoup de peine pour accéder ici. Ce qui veut dire Encore une fois, je présente mes excuses. Ce qui veut dire que l'État a beaucoup de chantiers devant lui, parce que les inondations, quand même, ça crée énormément de difficultés avec des embouteillages monstres. Mais on va prendre, non pas South African Airlines, mais on va prendre Air Sénégal pour atterrir à Dakar et parler justement de nos problèmes. Alors, avant cela, un dernier mot sur l'Afrique du Sud. Je crois qu'il faut rendre un hommage fort, vibrant, posthume à Nelson Mandela. Moi, je pense qu'à la fin de l'apartheid, s'il n'y avait pas des talents de pacificateurs comme ceux de Nelson Mandela et de négociateurs, il y aurait eu sans doute une propension à faire des représailles sur la population blanche et ça pouvait déboucher sur la guerre civile. Quand vous vous attaquez à des populations africaines qui n'ont que le seul tort de venir dans votre pays et de gagner honnêtement leur vie par le fruit de leur travail, a fortiori, quand vous vous défoncez et vous vous défaussez sur une minorité blanche qui pendant très longtemps vous aura opprimé. Mais heureusement, avec le comité paix et réconciliation, vérité, paix et réconciliation, il avait une trouvaille formidable qui avait permis d'apaiser la tension, d'adoucir un peu la transition et de permettre à l'Afrique du Sud de passer à un nouveau cap sans qu'il y ait eu de heurts. C'est vraiment le moment de saluer ces talents de pacificateurs. Et l'honorable député Aïda Sow Diawara avait été même agressée en Afrique du Sud. Tout à fait. Voilà, donc elle a passé quelques jours justement à l'hôpital en Afrique du Sud. Serigne Saliou Gueye, quelques mots sur l'Afrique du Sud. Cette xénophobie en Afrique du Sud. En tout cas, c'est avec beaucoup un cœur meurtri que nous assistons vraiment à ces scènes de pillage et de criminalité qui se développent de plus en plus en Afrique du Sud.
Et je dis que quelqu'un comme Nelson Mandela quand même devrait se retourner dans sa tombe parce qu'au moins lui c'était un homme pacifique. Et je crois que, comme Mamad l'a dit tantôt, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré vraiment pour qu'il y ait la paix, la tolérance aussi et l'entente en Afrique du Sud entre les différentes communautés qui vivent là-bas. Maintenant, ce qui est à l'origine de tout cela aussi, c'est pas quelque chose de nouveau parce que je crois que ça fait depuis quelque temps qu'on assiste à cela. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a rien qui différencie ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud et ce qui se passe dans certains pays européens. Parce que dès l'instant qu'il y a des problèmes d'emploi qui se posent et des problèmes de chômage, souvent on attribue ça aux immigrés. Je crois que le discours identitaire qui se développe de plus en plus dans les pays européens, c'est ce même discours-là qu'on est en train de développer aujourd'hui en Afrique du Sud. Et je crois que derrière tout cela, il y a simplement le taux de chômage quand même qui est extrêmement élevé, le taux de pauvreté aussi qui se développe de plus en plus et je crois que c'est là où les dirigeants de l'Afrique du Sud quand même doivent mettre le focus, c'est-à-dire essayer de tout faire pour réduire quand même ce taux de chômage qui risque d'être une bombe sociale même pour eux-mêmes. Parce qu'à la longue, s'il n'y a plus en tout cas d'émigrés là-bas, mais à eux aussi on risque d'assister à une confrontation même entre frères sud-africains. Et je crois que ça, c'est des choses quand même qu'il faudra essayer de circonscrire dès à présent. Essayer maintenant de trouver une politique d'emploi qui puisse quand même réduire ce taux de chômage extrêmement élevé et qui devient mortifère encore. Alors, Rama qui est en train de nous suivre, André sur Sen TV, aura dit à Ramaphosa, t'as tout faux, il faudra parler à ton peuple de manière véritablement très directe. Alors, Momar, Serigne Saliou, on le sait, vous êtes également dans un monde bien connu, l'enseignement. Ici au Sénégal, on a pris Air Sénégal pour atterrir à Dakar. C'est pour parler justement des problèmes comme au Sénégal M6. Hein. Alors, si on revient chez nous, Momar Thiam, on le sait, depuis quelques jours, en fait, le problème le problème a commencé depuis l'année dernière avec l'institution Sainte-Jeanne d'Arc qui aujourd'hui a préféré renvoyer en tout cas des filles dites voilées. Est-ce qu'en réalité ça ne viole pas quelque part justement au-delà même du règlement intérieur que l'institution veut imposer, justement tout ce qui concerne le circuit éducatif sénégalais, bien encadré par le ministère de tutelle, mais également la Constitution sénégalaise de manière générale. Moi je pense qu'autour justement de l'affaire, ce qu'on peut appeler abusivement l'affaire Jeanne d'Arc, on est en train de tomber dans les mêmes travers du débat autour du voile en France. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'institution Jeanne d'Arc est d'abord une école privée. C'est un établissement privé. Effectivement. Et qui dit institution Jeanne d'Arc, dit aussi quand même une forte teinte ou empreinte catholique. Parce que Jeanne d'Arc est tout un emblème quand même dans la société française. Ça c'est une chose. La deuxième chose, semble-t-il, il y a un règlement intérieur qui interdit justement l'apparition ou l'affichage d'une certaine intégrité confrérique ou religieuse. C'est la raison pour laquelle l'institution a jugé nécessaire d'exclure entre guillemets ces enfants, je le déplore, parce que tout simplement ils portaient le voile. Là où je ne suis pas d'accord, si vous voulez, avec l'institution dans la démarche, c'est que tout simplement cela a été autorisé pendant des années et des années. Pendant des années et des années, le problème ne s'est jamais posé. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi le problème se pose, la question se pose maintenant justement pour ces jeunes enfants qui arborent justement le voile. L'institution étant privée est tout à fait en droit, de par son règlement intérieur, de dire je veux ceci et je ne veux pas cela. Le règlement intérieur a peut-être évolué, de sorte que malheureusement ces enfants sont victimes de ce règlement intérieur. Mais il y a aussi la question du rapport à l'État. Je veux dire, je trouve que la position de l'État est plus ou moins floue. L'État est dans une espèce de discussion tout azimut, mais qui prend une décision ou ne prend pas une décision. À la limite, il va avec des pattes en velours. On a l'impression que la question est tellement sensible à leur niveau que l'État ne veut pas prendre une décision, alors que le rôle de l'État, justement, c'est de trancher. C'est de trancher à un moment donné, sous le joug de la laïcité, mais aussi sur le principe d'égalité pour tout le monde à l'accès à l'enseignement.
Sous ce joug-là, je pense que l'État devait prendre une décision et dire, voilà ce qui s'impose, et qu'une bonne fois pour toutes. Parce que quelquefois, quand on a des habitudes, comme chez nous, les habitudes quelquefois deviennent la règle. Alors, si on a l'habitude, dans cette institution Jeanne d'Arc que je respecte, de laisser les enfants à leur guise, parce que les enfants ne choisissent pas, c'est toujours les parents qui choisissent pour eux. Les parents ont choisi de les mettre dans cet établissement pour plusieurs raisons, et les parents ont choisi de leur mettre le voile. Si ça a été accepté pendant des années et des années, moi je me souviens, j'étais au lycée Vanvo, je voyais les enfants qui allaient là-bas, ils avaient le voile. Et ça ne posait aucun problème. Maintenant, le débat étant tranché aujourd'hui, a atteint un niveau, et je pense que l'État aurait dû, dès le départ, avoir une position claire et précise sous le sceau de la laïcité pour dire voilà ce qui s'impose. Et être en discussion avec l'institution Jeanne d'Arc pour trouver des solutions idoines. Parce que, malheureusement, c'est les enfants qui sont victimes. Et les enfants, normalement, et quand vous prenez les enfants à l'entrée d'une école, tout le monde entre, ils sont tout à fait très heureux de retrouver les camarades. Et que vous les parquez dans une salle à un moment donné et que vous leur dites, vous rentrez à la maison parce que vous avez le voile. Regardez cette espèce de psychose que cela peut créer dans leur tête, mais aussi le message que tu envoies aux autres. Et je pense que c'est là où l'acte qui a été posé, à mon avis, a été maladroit de la part de l'institution Jeanne d'Arc, que je respecte. Mais l'État, à mon avis, doit prendre une décision claire et entrer en discussion avec cette institution qui est, je le rappelle, privée et qui peut poser des conditions et trouver les voies et moyens pour intégrer ces enfants-là, parce que c'est là l'essentiel. Alors Serigne Saliou Gueye, pensez-vous que les autorités de cette école-là ont parfaitement raison de prendre une telle mesure? Je partage la même position que Momar, parce que dès l'instant que, depuis plusieurs années, cela n'a pas été fait l'objet d'une interdiction au sein de Jeanne d'Arc, je me pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui on prend de telles mesures prohibies, en tout cas d'interdiction. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que Jeanne d'Arc, est-ce que c'est une institution éducative qui appartient à une institution sénégalaise ou bien ça appartient à des institutions éducatives françaises? Parce que déjà, je crois qu'ils ont ouvert leur école, alors qu'ici, l'école n'a pas encore, en tout cas, ouvert. Il y a un programme français, un programme sénégalais. C'est le programme français qui commence au mois de septembre. C'est pourquoi je demande si réellement ça n'appartient pas à une institution éducative française dès l'instant qu'ils ont déjà ouvert leur porte. Ça veut dire que, aussi, si on permet, parce que nous, l'année académique, c'est par décret. Il y a un décret qui organise l'ouverture et la fermeture de l'école. Aujourd'hui, eux déjà, par rapport à ce que nous voyons, ils ont déjà ouvert leur porte. Ça signifie que donc ils ne sont pas liés au décret en tout cas de l'État sénégalais. Dès l'instant que maintenant, eux, ils ne dépendent pas de l'État sénégalais, je crois que aussi, on peut justifier bel et bien le fait que le règlement intérieur aussi, qu'ils puissent ça d'ailleurs. Mais cela ne les absout pas quand même du fait qu'ils n'ont pas le droit de violer l'esprit, c'est-à-dire la Constitution sénégalaise. Parce que si vous regardez la Constitution sénégalaise, parce qu'un règlement intérieur ne peut pas quand même transgresser une Constitution. Dès l'instant que vous faites un règlement intérieur, et aujourd'hui j'ai entendu un parent d'élève qui a été très pertinent là-dessus, en disant que vous ne pouvez pas faire un règlement intérieur sans pour autant convoquer les parents d'élèves et sans pour autant aussi convoquer les autorités de l'éducation nationale. Et c'est en ce moment-là qu'on va élaborer maintenant un règlement intérieur où tout le monde, quand même, que tout le monde pourrait respecter. Mais vous ne pouvez pas de façon unilatérale sortir une mesure interdictive et sans pour autant donner la raison pour laquelle. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé. Est-ce que la bonne entente, parce que moi ce que j'ai vu, au départ on nous avait dit que leur accoutrement s'apprêtait même vraiment à confusion. Moi ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, la fille, en tout cas la jeune fille que j'ai vue vraiment avec un voile blanc, je me dis que cela ne peut causer en rien. Et aussi on a dit qu'il y a un problème, même souvent on donne la main. J'ai dit qu'on n'est pas obligé de donner la main à quelqu'un. Si vous voulez saluer quelqu'un, le fait de dire salam alaikum, bonjour, je crois que on ne peut pas quand même reprocher à quelqu'un de donner forcément. Bon, on dit que aussi de plus en plus les jeunes filles là ne veulent pas s'asseoir avec les garçons. Mais les jeunes filles, moi, que j'ai entendu parler, quand même, elles du moins ne savent même pas pourquoi on leur interdit cela. Et je crois que vraiment, Jeanne d'Arc, quand même, a des explications à donner aux Sénégalais. Et en même temps aussi, moi, ce qui m'inquiète et m'exaspère un peu, c'est le mutisme quand même des autorités de l'éducation nationale. Parce que quand ça s'est passé pour la première fois, le ministre avait réagi, mais il y a eu une réplique très cinglante aussi du laïcat. Et moi, vraiment, je m'étais dit à un certain moment que
s'adresser en des termes aussi durs à l'autorité vraiment de l'éducation nationale, vraiment ça posait problème. Et j'ai l'impression qu'à un certain moment, il y a même eu un recul même du ministre de l'éducation nationale. Depuis lors, le problème se pose, les parents d'élèves sont en train de manifester, les élèves sont en train de manifester, les réseaux sociaux sont en train de s'enflammer et il y a le mutisme total de l'autorité qui en réalité devait gérer ce problème-là. Donc, moi je me pose la question de savoir, mais que fait le ministre de l'éducation nationale? Alors, Momar, une approche, l'approche est-elle idéologue ou... Écoutez, mais Momar a raison de dire que jusque-là, c'était admis. Et il a marqué sa surprise par rapport à la soudaineté de la mesure qui a été prise. Et semblerait-il, il y a un règlement intérieur qui existait depuis 2017 et où, en matière de tenue vestimentaire, il était clairement écrit que la tenue vestimentaire doit être propre, décente, respectant les règles d'hygiène et de pudeur, par respect à autrui. Voilà ce que ça disait. Maintenant, ça a évolué. Ils n'ont pas voulu invoquer le voile et l'interdire le port du voile. Et quand ils disent que l'élève maintenant doit se présenter avec la tête à découvert, ça veut dire que tous ceux qui sont voilés ou toutes celles qui sont voilées sont exclus. Les garçons qui portent des casquettes. Ça pose problème. Et puis ensuite, maintenant, ils invoquent, même s'ils ne le disent pas textuellement ou littéralement, dans les explications qu'ils ont données, ils invoquent le fait qu'ils ne voudraient pas que les élèves s'affichent avec des signes distinctifs renvoyant à leur religion. Parce qu'il ne s'agit que de cela en réalité. Or, si vous allez pour pousser l'analyse, vous vous rendrez compte, comme aiment à le faire nos parents chrétiens, souvent ils portent des pendentifs avec le signe du croix, de la croix. Et je suis à peu près sûr que la majorité des pensionnaires de Jeanne d'Arc portent sans doute un pendentif avec le signe de la croix. À partir de ce moment-là, il y a une rupture d'égalité. Parce qu'il y a non qui sont libres de porter des signes distinctifs renvoyant à leur religion et d'autres qui n'y ont pas droit. À partir de ce moment-là, ça pose problème. Or, ce que dit la loi sénégalaise est très clair. L'article 4 de la Constitution règle ce problème. Et à l'époque, en mai, quand la question s'était posée, c'est ce qu'avait convoqué d'ailleurs le ministre pour demander à ce que la mesure soit levée. Il y a non seulement la Constitution à son article 4, mais il y a aussi la loi d'orientation 91-22 du 30 janvier 1991 qui interdit toute discrimination basée sur l'origine, sur la race, sur le sexe et sur la religion. À partir de ce moment-là, la mesure que vient de prendre l'institution Jeanne d'Arc tombe sous la loi. Et ça pose énormément de difficultés. Moi, je pense qu'il va falloir que l'État agisse de façon très ferme. On a vu l'État agir de manière très ferme contre les écoles Yahou Salim, sous la pression de Erdogan. On n'a pas noté la même fermeté ici. Et je crois qu'en réalité, au-delà même de l'affaire Sainte-Jeanne d'Arc, on a constaté que l'État devrait, de manière énergique, avec responsabilité et fermeté, réagir. Parce que depuis quelque temps, on adopte de plus en plus dans ce pays des postures, des comportements, des attitudes et des propos qui sont clivants. Je vous renvoie uniquement à ce qui s'est passé lors de la présidentielle avec des votes à relents ethniques, confrériques, régionalistes. Tout récemment aussi, il y a eu cette fameuse affaire de la pharmacie Guigon, où des employés disent que leur employeur leur empêcherait de respecter peut-être les heures de la prière, de te donner un moment pour faire leur prière. Et vous avez vu le tollé que ça a fait. Je crois que ce qui a fait jusque-là l'exception sénégalaise, c'était la tolérance, le dialogue interreligieux, le dialogue entre les ethnies. Et je crois que c'est ça notre meilleur capital. Il ne faudrait pas que ça soit vendangé par des attitudes et des comportements de cette nature. Cette attitude clivante, l'État doit y faire face avec responsabilité, avec fermeté. Pour compléter ce que moi vient de dire, récemment, moi j'ai vu un cas presque quasiment similaire en Allemagne, où un jeune élève, chaque fois qu'il descendait, je crois, à l'heure de la prière de 5 heures, il allait se mettre dans un petit coin pour prier. On lui a interdit de prier,
ses parents se sont saisis de l'affaire et ils ont porté ça devant la justice. Et la justice a donné raison à l'enfant en disant que ça n'entame à rien, c'est-à-dire la poursuite des cours. Dès l'instant que c'est à la fin des cours que l'enfant prend un petit coin pour prier, on ne peut pas lui interdire quand même de pratiquer sa religion. Et le problème a été réglé au niveau de la justice. Mais ici, j'ai l'impression qu'à un certain moment, que ceux qui doivent se charger de cette affaire-là sont en train tout simplement de dormir. Ou bien, s'il y a maintenant quelque chose que les gens ne veulent pas nous révéler par rapport à cette affaire de Jeanne d'Arc-là, ils n'ont quand même qu'à nous le dire. Mais je crois qu'ils sont en train quand même de laisser un précédent qui risque d'aller vers des situations souvent regrettables. Et quand je vois comment, depuis un certain temps, au niveau des réseaux sociaux, les gens sont en train quand même de se tirer par-dessus, et vous sentez réellement qu'il y a ce clivage-là, on commence à le sentir au niveau des réseaux sociaux. Exact. Et ça, ce n'est pas des choses à négliger. Et je crois que si on laisse faire, ça risque quand même de déboucher sur des situations quand même regrettables. Sur des situations regrettables, donc il faudra faire attention, il faut dépassionner le débat, parce que la raison, elle est africaine. Et sénégalaise également, maman. Elle est africaine, elle est sénégalaise, mais au-delà de cette raison, il y a les principes. Et les principes sont rappelés par la loi et la Constitution, comme l'a dit tout à l'heure Momar. Et on ne peut pas, en la matière, que ce soit dans l'éducation ou dans d'autres domaines, il y a ce qu'on appelle le principe d'égalité de traitement. Et cette égalité de traitement a été le cas pendant des années et des années, par rapport, si on s'en tient à l'affaire Jeanne d'Arc, comme on le dit. Et moi, là où justement je me pose des questions, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? D'autant plus que les enfants qui sont à l'institution Jeanne d'Arc, c'est le choix des parents. Parce qu'il y a des enfants où les parents sont de nationalité française, veulent que les enfants suivent justement le programme français, d'autres qui sont de nationalité sénégalaise, qui veulent que les enfants suivent le programme sénégalais. Mais au-delà de ces programmes, c'est une question de crédibilité, parce que justement, cette institution bénéficiait de cette crédibilité dans l'enseignement, dans la rigueur et dans le suivi des enfants. Et malheureusement, tous ces critères-là risquent de tomber aux oubliettes, parce que justement, il y a cette chape de plomb autour de cette affaire-là qui risque d'enrayer la machine. Et ce n'est pas dans l'intérêt justement de l'institution Jeanne d'Arc. Alors, c'est le président Senghor qui le disait, enracinement et ouverture, c'est maintenant qu'il faudra mieux s'enraciner avant de s'ouvrir, parce qu'il nous faut parler de nos problèmes, régler nos problèmes par nous-mêmes, c'est d'une importance capitale. Mais maman, sur ce plateau, qui est le chef? Quand j'ai dit taisez-vous, tout le monde se tait. Alors, c'est pour parler justement d'une autre affaire, le statut du chef de l'opposition, parce que ça, en tout cas, c'est à la source de blocage, raison pour laquelle, autour du dialogue national, ils ont décidé justement de faire de ce point le dernier dans les discussions qu'ils devront tenir ensemble. Oui, parce que c'est un problème très délicat. Et il se trouve que jusqu'à présent, il y a deux voies qui se dégagent pour choisir le chef de l'opposition. C'est soit la voie présidentielle, pour certains, qui est la plus indiquée, parce que, disent-ils, la Constitution sénégalaise dispose que le président de la République est chargé de définir la politique de la nation. Par conséquent, celui qui est arrivé deuxième derrière lui à une élection présidentielle et qui a proposé un projet de société qui, en termes d'adhésion, vient en deuxième position après le président de la République, est tout à fait habilité à être le chef de l'opposition. Mais il y a une limite à cette voie, c'est que si, par exemple, un candidat indépendant, parce que la Constitution sénégalaise permet aux indépendants de postuler, si un indépendant arrive en deuxième position, derrière un président de la République qui a été investi par un parti, par le système de parrainage maintenant, et qui a un parti politique, un appareil politique, il se classe deuxième. Est-ce qu'il doit être ipso facto le chef de l'opposition? Je crois que ça pose problème. Et c'est pour cette raison que d'autres estiment que la voie parlementaire est plus indiquée. Parce que là, au moins, on est sûr que le groupe parlementaire qui vient après celui de la majorité compte un nombre de députés suffisant pour pouvoir animer le débat politique, le débat contradictoire, le débat programmatique au sein de l'hémicycle qui est le lieu de prédilection du débat politique. Et aujourd'hui, vous avez deux cas de figure. Vous avez la voie présidentielle qui sans doute favoriserait Idrissa Seck, arrivé deuxième à la dernière présidentielle, et vous avez la voie parlementaire qui ferait naturellement de Abdoulaye Wade ou du PDS le chef de l'opposition. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'on risque d'aller
inévitablement vers des dissensions avec ce qui sortira de cette commission cellulaire. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on devrait quand même essayer de surmonter les difficultés et aller vers la consécration d'un chef de l'opposition, qui a au moins 3 avantages principaux. Je crois que le premier avantage, c'est que instituer un chef de l'opposition, ça permet de réguler et d'organiser l'échiquier politique. Surtout dans un pays comme le Sénégal, où il y a une pléthore de partis politiques, plus de 300. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de pacifier le climat politique. Parce que le statut de l'opposition est autant un lot de consolation qu'un motif d'espoir pour l'opposition. On peut prendre le cas de la Guinée et le cas du Mali. Si la situation est revenue à la normale au niveau de ces deux pays, c'est parce que Seydou Dalein Diallo et Soumaïla Cissé ont été faits chefs de l'opposition, avec un statut, avec des prérogatives et avec des avantages qui vont avec. Donc c'est un lot de consolation pour un perdant, mais aussi c'est un motif d'espoir, parce qu'ils se disent qu'avec ce statut, ils peuvent se préparer à la prochaine échéance. Donc ça permet de stabiliser le climat politique. Et troisième avantage, enfin, ça permet quand même d'instaurer le dialogue entre acteurs politiques et sur des bases programmatiques. Donc vraiment, moi, j'encourage et j'invite les acteurs politiques à aller jusqu'au bout sur cette question, quelle qu'en soit la difficulté, parce que notre pays est à la traîne par rapport au pays que je viens de citer, et il est temps que la démocratie sénégalaise, pour montrer qu'elle est vraiment mature, instaure et consacre le chef de l'opposition. Et je rappelle que c'est Abdoulaye Wade lui-même, par absence de consensus, qui disait en 2001 qu'il ne pouvait pas être plus royaliste que le roi. Est-ce qu'il faudra, Momar, en cet instant précis, véritablement nommer un roi, autrement dit un chef de l'opposition? Un chef de l'opposition, vous savez, le mode de fonctionnement de la politique sénégalaise est à bien des égards similaire au mode de fonctionnement de la politique française. Je veux parler d'abord des institutions, puisque notre constitution est plus ou moins la copie, quelque part, de la constitution française. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, à partir du moment où la France aujourd'hui a réglé cette question-là, en passant justement par la majorité parlementaire, la question ne devrait pas se poser à notre niveau pour désigner le chef de l'opposition, d'autant plus que je pense que c'est même plus juste. C'est plus juste, comme le dit Momar Diong tout à l'heure, parce que si on se base sur celui qui est arrivé deuxième pendant la présidentielle, si cette personne est issue de la société civile ou bien est une candidature indépendante, mais ça relègue aux oubliettes quand même les chapelles politiques qui se sont battues jusque-là avec un chef à leur tête et finalement qui sont arrivés troisième ou quatrième parce que tout simplement l'opinion dans sa grande majorité ne croit plus aux chapelles politiques. Et que donc il serait plus convenable et même plus consensuel que le chef de l'opposition soit issu de la majorité parlementaire, et ça permettrait déjà de régler une chose. Cela permettrait d'abord, de réconcilier les Sénégalais avec la politique, puisque le pouvoir aura qu'un seul interlocuteur, et les autres suivront. Tout dépendra du consensus que ce chef de l'opposition aura avec les autres personnes qui sont dans l'opposition, ou les autres figures de l'opposition. Et la deuxième question que cela va régler, quand il s'agira de faire un dialogue politique, la question ne se posera pas qui y va et qui y va pas. Et aujourd'hui, ce dialogue, justement, est dans l'impasse. Parce qu'il y en a qui y sont sans y être, d'autres qui y sont, mais qui font la sourde oreille, et il y en a qui y sont pas, et qui fusillent ceux qui y sont. Et que donc, l'opposition est dans une espèce de brouhaha total que l'opinion lui-même ne comprend pas. Et c'est là où je dis que l'opposition n'a pas le sens de la formule chez nous. Parce qu'on est dans une opposition, on a une opposition chez nous qui procède par déconstruction, mais qui ne procède pas par proposition. Alors que l'opinion, dans sa plus grande majorité, attend de l'opposition qu'il procède par déconstruction, mais qui propose. Mais qu'est-ce que l'opposition propose? Les propositions, on en a justement quand il y a une élection présidentielle, où certains sortent des livres, comme l'a fait Ousmane Sonko avec son livre Solutions, ou d'autres sortent, par exemple, Yonou Yokouté, ou programme Sénégal émergent, et souvent d'ailleurs, cela tombe aux oubliettes une fois que la personne est élue. Et pour les gens de l'opposition, quelquefois, ils oublient même qu'ils avaient fait part de leur proposition aux populations sénégalaises, et qu'une fois dans l'opposition, ils oublient justement de travailler là-dessus pour pas que les gens oublient cela. Et que donc, choisir un chef de l'opposition, c'est une très bonne chose, ça a été inclus dans la réforme de la Constitution par Abdoulaye Wade,
Mais il faut que l'opposition ait un consensus là-dessus. Et à mon sens, la meilleure formule, c'est de prendre justement la majorité parlementaire, le chef de la majorité parlementaire, et d'en faire le chef de l'opposition, qui sera le porte-voix de cette opposition-là, et ça pacifiera, et ça va réconcilier les citoyens avec la politique. Senjaou, est-ce que vous adhérez à cette position? Non, du tout. Moi, je prends le contre-pied vraiment des deux moments sur cette question-là. Parce que moi, vous savez, Ablaye, d'abord, ce dialogue politique, je n'y ai jamais cru dès le départ. Parce que je me suis dit que le président Macky Sall est très fort en politique. Et toujours, il trouve une stratégie d'endormissement ou bien de diversion ou même de division de l'opposition. Et actuellement, ce qui est en train de se passer avec ce dialogue politique, ceux qui sont aujourd'hui dans ce dialogue politique-là, pratiquement vous ne les voyez pas dans les rassemblements de Arlunibok. Ça veut dire que donc déjà il y a une diminution même de la force de rassemblement de Arlunibok par rapport même à ces gens-là qui siègent au niveau du dialogue politique. Maintenant, la question même du statut de l'opposition, pour moi c'est une aberration. Comment dans ce pays-là, aujourd'hui, en 2020, dans notre pays, on parle du statut de chef de l'opposition, alors qu'il y a même des préalables qui ne sont même pas encore réglés. Parce que je crois qu'aussi ce qu'il faut éviter, c'est les singeries auxquelles nous ont habitués, nous, nos dirigeants. Parce que dès l'instant qu'on parle de statut, souvent c'est les pays quand même, qui appliquent le système de Westminster, c'est là aussi le Parlement britannique, ce sont ces pays-là qui ont cette tradition anglo-saxonne, qui souvent adoptent même ce statut de chef de l'opposition. Et là aussi ça s'explique, parce que dans ces régimes-là, souvent ce sont des régimes quand même bicaméraux. Il y a deux partis principalement, je prends même le cas de l'Angleterre, il y a les travailleurs, il y a les conservateurs. Et vous savez bel et bien que le pouvoir se relaie entre ces deux partis-là. Donc, forcément, là-bas, le statut du chef de l'opposition a un sens parce que déjà présent, celui qui est en face de la majorité, c'est que demain, il a toutes les possibilités pour aller au pouvoir. Et c'est en ce moment-là où les gens, quand même, trouvent la pertinence du chef de l'opposition. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui est premier ministrable, et en plus aussi, ils instaurent ce qu'on appelle les shadow cabinets. Déjà, le shadow cabinet, c'est-à-dire c'est un gouvernement fantôme que vous mettez en place au cas où maintenant vous accédez aux élections par la voie des élections. Déjà, vous avez votre cabinet qui est déjà prêt. Donc là, ça a un sens là-bas. Et les pays qui l'appliquent aussi, je crois que c'est dans cet esprit-là qu'ils appliquent le statut du chef de l'opposition. Mais nous, en Afrique, c'est-à-dire quand on parle du chef de l'opposition, souvent, on pense aux privilèges pécuniaires. Souvent, on pense au rang protocolaire. Alors qu'il y a des préalables. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que nous avons institué un chef de l'opposition au moment où vous ne reconnaissez même pas le droit de marche à ces gens-là. Comment vous ne reconnaissez pas le chef de l'opposition? Demain, vous instituez un chef de l'opposition, il sort pour dire que je vais marcher, vous n'allez pas marcher. Quel est le sens de ce chef de l'opposition? En Guinée, Momar, vous êtes là pour votre information, mais Céline Dalein Diallo, il a dit qu'il a failli être assassiné le 23 octobre 2018. Il y a une balle qui a transpercé même le pare-brise de sa voiture. Et une semaine après, quand il a voulu encore participer à une marche de l'opposition, mais les flics étaient déjà, Ansoumana Camara, ils étaient déjà placés devant la maison de Selou pour dire que Selou, tu ne vas pas sortir. Selou a dit que moi je vais, d'ailleurs ce jour-là, il a même ouvert sa poitrine pour dire que si vous voulez tirer, mais moi je vais à la marche. Les gens nous lui ont dit que vous n'allez pas franchir le cap ici. Parce que vous avez dit la semaine dernière que vous avez failli être assassiné, donc nous tenons ici et nous n'allons pas vous laisser passer. C'était une stratégie quand même pour l'empêcher d'aller rejoindre les autres marcheurs de l'opposition. Donc dès l'instant que ces droits élémentaires-là, vous ne les reconnaissez même pas à votre opposition. Les gens, ils n'ont pas accès aux médias d'État. Les gens ne peuvent pas jouir du droit des libertés publiques. Et vous voulez encore ici nous endormir avec un statut de chef de l'opposition. Dans les réformes constitutionnelles soumises aux Sénégalais lors du référendum de 2016, il s'est également agi de la question de la modernisation des partis politiques. Oui. Si ce point est réglé par le dialogue... Mais le problème qui se pose, moi je vois que dans la Constitution, il y a des dispositions quand même superfétatoires qu'on y a incluses, alors qu'on ne devait même pas les mettre à l'intérieur. La modernisation là, prenons le cas du parti au pouvoir. Est-ce que ce parti-là s'est modernisé? Quand on parle de modernisation, la première, d'abord, il faut au moins qu'il y ait un parti structuré. Mais quand un parti ne se structure pas, comment peut-on parler de la modernisation de ces partis-là? Ces partis qui ne respectent même pas cette loi-là qui organise même les partis politiques.
Avec, Et le, dépôt pourtant, avec le dépôt de bilan absolument. en fin Et pourtant, d'exercice. on a dit qu'il y a une si on va rationaliser, aujourd'hui, on appliquerait cette loi, je vous assure que la majeure partie des partis qui existent aujourd'hui disparaîtraient. Il y a que Ousmane Sonko que j'entends dire chaque fois, lui, il est tenu par les délais et il se conforme à la loi. Mais les autres là, même le parti au pouvoir ne respecte pas cela. Donc, moi je dis qu'il y a des préalables quand même qu'il faudra régler. Si dans ce pays-là, on ne peut pas reconnaître la liberté publique comment dirais-je, aux opposants, je crois que c'est tout simplement pour moi une stratégie d'endormissement de l'opposition avec ce statut de chef et qui ne fera que diviser de plus en plus. Parce que les gens en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient que les avantages pécuniaires tout simplement. Ils ne voient que par exemple le rang protocolaire de ce chef de l'opposition. Et en plus aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé. Prenons le cas de 2000, quand Niasse et Tanor sont arrivés à l'Assemblée nationale. Tanor avait plus de voix, mais Niasse avait plus de députés. Les gens se sont dit que, mais comment on va régler ce problème? Niasse a dit que moi, si on devait parler du chef de l'opposition, ce serait Niasse. Et on a dit que ça devait être Tanor dans la mesure où Tanor a plus de voix. Mais c'est parce que le mode de scrutin quand même, des députés n'est pas encore réglé. Et c'est là où moi je fais le reproche à ceux qui sont en train de dialoguer, en tout cas qui siègent au dialogue politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'élection des maires au suffrage universel. Direct. Alors qu'on n'a pas réglé le problème même du mode d'élection des députés. C'est-à-dire, voilà un point qui ne figure même pas. Alors que nous, je crois qu'aujourd'hui, pour donner plus de poids au Parlement, il faut qu'on sente réellement que ce sont des députés du peuple. Ces députés-là, en réalité, ce ne sont pas des députés du peuple. Ce sont des députés tout simplement du président de la République, ce sont des députés d'Abdoulaye Wade, ce sont des députés quand même des autres chefs de l'opposition. Mais dès l'instant qu'on instaure un scrutin uninominal, peut-être à 2 tours, en ce moment-là, celui qui sort comme député saura en ce moment-là qu'il y ait, en tout cas, il a une légitimité populaire, mais qu'il n'a pas été sur une liste du président de la République. Mais tant que ce système-là persiste, j'ai dit encore une fois de plus, le Parlement sera toujours faible. Et dans un Parlement où vraiment les députés, dès le départ, en tout cas, n'ont pas cette légitimité populaire-là, moi je me dis que quand même, ce serait une utopie de vouloir instaurer un chef de l'opposition. Mais Serigne Saliou a tiré pratiquement tout le chapelet. Vous n'avez que 2 perles, autrement dit 2 minutes, Momar. Écoutez, moi je pense qu'il y a un début à tout. Et le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Je crois que c'est déjà bien que la classe politique, majorité, société civile et l'opposition décident enfin de se réunir autour d'une table pour évoquer des questions très sensibles. Et ce qu'il faut reconnaître cette fois-ci pour le président Macky Sall, parce que tant qu'on le prendra pour un boulanger qui est prompt à rouler ses adversaires dans la farine, on sera dans cette atmosphère de suspicion et on n'ira pas de l'avant. Mais au moins reconnaissons pour une fois cette volonté affichée de la majorité de poser sur la table et de le discuter avec la société civile et l'opposition des questions que souvent on est prompt à poser ou à revendiquer quand on est dans l'opposition, mais une fois au pouvoir on les rase aux oubliettes. C'est le mode de scrutin par exemple sur les maires. C'est le financement des partis politiques. C'est le statut de l'opposition. Et là où moi je pense que c'est bon de l'instaurer au Sénégal, c'est encore une fois, indépendamment de l'incident que vous venez de signaler concernant Seydou Dalein Diallo, mais c'est l'exemple de la Guinée. Rendez-vous compte, Seydou Dalein Diallo, il a l'obligation de déposer auprès du ministère en charge de la vie des partis politiques un programme alternatif à celui en cours et exécuté par le président. Ça c'est la cosmétique. Ça c'est la cosmétique. Moi j'ai dit les questions préalables. C'est-à-dire ce Seydou Dalein Diallo, il a beau déposer un programme, mais ce Seydou Dalein Diallo, c'est-à-dire la règle la plus élémentaire en démocratie, c'est-à-dire la liberté de manifester, mais on ne lui accorde même pas ça. C'est-à-dire c'est un problème. Seydou Dalein Diallo n'a pas accès aux médias guinéens, c'est-à-dire aux médias d'État guinéens. Ça c'est un problème. Et ce Seydou Dalein Diallo, vous avez beau lui demander de déposer un programme alternatif. Demain, vous allez vous présenter à un 3e mandat. Voilà le problème qui se pose. Mais attends, Serigne Saliou, ce qui se passe en Guinée ne se fera pas. Momar et Momar, Serigne Saliou. Mais nous allons y revenir, ce sera juste après le 19h45. C'est tout de suite.
Sen TV. Bienvenue chez vous.